Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être parmi vous. Je remercie d'ailleurs Benoît Luizet de m'avoir invité à cette sorte de colloque. Ça me paraît vraiment une très bonne idée. Donc, je suis ici à Lausanne parce que je collabore à un séminaire avec François Thioli, qui est un psychiatre franco-suisse d'ailleurs, et qui va nous donner un superbe séminaire sur Milton Erickson, sur le taoïsme et sur les TCC, donc les thérapies cognitivo-comportementales, à tous mes élèves qui sont, eux, restés en Belgique. Donc voilà pourquoi je suis ici. Alors, je voudrais vous parler des maladies chroniques, mais pour ça, je voudrais vous introduire ce que c'est que l'hypnose, parce qu'effectivement, figurez-vous que j'ai en fait découvert, moi, l'hypnose quand j'étais étudiant en médecine, ici, il y a 37 ans, donc pas tout à fait par hasard, parce que je venais faire un cours de psychosomatique. Je faisais un stage plutôt à l'hôpital universitaire de Genève, et mon premier cours a été un cours d'hypnose médicale donné par un psychiatre, le docteur Philippe Bourgeois. Et voilà pourquoi je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme dirait Obélix. Et j'étais tout de suite passionné par l'hypnose, d'autant qu'en plus, grâce à Philippe Bourgeois, j'ai pu traiter ces fameuses migraines, comme disait Patrick Demore. Je suis rentré en Belgique, j'ai pu arrêter tous mes médicaments alors que je souffrais de migraines ophtalmiques depuis que j'étais tout petit, haut comme 3 pommes. Donc, ça m'a évidemment convaincu que c'était une méthode que je devais apprendre. Voilà. Et depuis, je n'ai eu de cesse que de me former en hypnose thérapeutique et non pas en hypnose de spectacle. Donc, si vous avez des questions d'ailleurs sur le sujet, je serais ravi d'interagir avec vous au moment donc des questions. Je pense que c'est dans 20 minutes, je crois, si j'ai compris. Bien, donc l'hypnose thérapeutique, figurez-vous que c'est parce que je me suis intéressé à l'hypnose que j'ai fini par choisir la spécialisation de la neuropsychiatrie, parce que je voulais comprendre. Vous savez que ce n'est pas évident quand on voit des phénomènes hypnotiques surprenants, les guérisons qui ont l'air magiques, etc. Moi, je voulais absolument comprendre. Je viens d'une famille de scientifiques. Mon père est ingénieur civil. Enfin voilà, il faut comprendre les choses. Et donc, j'ai étudié la neuropsychiatrie pour comprendre l'hypnose. Et je pense l'avoir relativement bien compris. Je vais essayer de partager ça avec vous. En tout cas, suffisamment comprise que pour l'utiliser en psychothérapie, en thérapie médicale, pour un nombre d'indications que je vais vous balayer tout à l'heure. Enfin, je veux dire, je vais balayer les indications pour que vous vous rendiez compte à quel point l'hypnose peut interagir et aider énormément de types de maladies, à la fois psychologiques et médicales, chroniques, puisque c'est le sujet. OK. Donc, j'ai ici un tableau. On va essayer, partager l'écran, mais je crois que je dois le sélectionner avant. Voilà, ça devrait marcher. Par contre, quand je clique sur partager l'ordinateur, je ne vois pas mon fichier. Vous voyez quelque chose ? Vous voyez la petite icône, partager l'écran en dessous de votre écran. Oui. Alors, j'ai beau la cliquer. Elle se met en vert. Attendez, il me dit ouvrir préférence système. Ah, je dois autoriser Zoom à partager mon écran. Voilà. Alors, ici, je vois confidentialité, Zoom. Je viens de voir. En fait, ici, j'ai sécurité, confidentialité. Je clique là-dessus. Ah, voilà. Voilà, ça marche ou pas? Alors, pour l'instant, non. Vous avez cliqué
partager l'écran et desktop. Oui. Alors, j'arrive dans confidentialité. Zoom Us, autoriser les apps ci-dessous à enregistrer le contenu de votre écran, même lors de l'utilisation d'autres apps. Je l'ai cliqué, il est validé, mais il n'y a rien qui se passe. Bon, ben, vous savez quoi, je vais vous décrire moi-même ce tableau que j'ai devant les yeux. Alors, je vais être simple. Donc, comment fonctionne l'hypnose? L'idée, c'est qu'on, grâce à des techniques de communication, on modifie l'état de conscience. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, on aide le sujet à se focaliser avec des techniques de focalisation de la conscience. Et donc, l'idée, c'est de concentrer le plus possible la conscience sur un point. Alors, ça peut être un point, justement, un point lumineux, un point visuel, quelque chose qui accroche le regard. Et plus on suggère à la personne de se focaliser dessus, plus il rétrécit son champ de conscience et plus le champ de conscience devient d'une grande énergie. Donc cette concentration devient une hyper-concentration qui à la fois nous permet de nous déconcentrer de tout ce qu'il y a tout autour. Hein. J'expliquais juste avant le début de la conférence que je souffre d'une sciatique à cause d'une hernie discale là, depuis 15 jours. Mais quand je donne une conférence, quand je parle, je suis tellement concentré que je suis dans une forme d'auto-hypnose qui me permet de me couper de ma douleur. Et dès que j'arrête de parler, la douleur revient. Voilà un petit exemple. Et en fait, l'auto-hypnose et l'hypnose permettent des niveaux de concentration encore plus grands. Et cette énergie mentale, on peut la diriger soit vers un problème psychologique, vers une émotion, vers une pensée qu'on veut faire évoluer, qu'on veut travailler, ou bien vers une douleur qu'on veut travailler, ou bien vers un processus d'une maladie fonctionnelle, par exemple, ou même d'une maladie lésionnelle, comme les maladies auto-immunitaires. Et donc, cette espèce d'hyperconcentration, on peut la diriger vers un processus d'évolution. Donc, sur ce tableau que vous ne voyez pas, je montrais effectivement que cette espèce d'hyperconcentration qui nous permet donc de nous dissocier de tout ce qui ne concerne pas le traitement, donc des pensées parasites, de tout ce qui peut déranger en fait l'attention. Cette espèce d'hyper-attention focalisée permet en fait au reste du cerveau de commencer à se mettre dans une sorte de mode de stand-by, hein, qui fait que c'est pour ça d'ailleurs qu'on a, on a appelé cet état l'état hypnotique en référence à Hypnos, le dieu du sommeil, parce qu'effectivement, on a l'impression que la personne en hypnose dort, ce qui est tout à fait faux. C'est vrai qu'il y a une partie du cerveau qui somnole, on va dire, qui n'est pas éveillée, mais la partie sur laquelle on se focalise et qu'on veut être thérapeutique, c'est-à-dire qui va activer les mécanismes d'auto-guérison ou de développement ou de changement, eh bien, cette partie, elle est hyper éveillée. Donc en fait, l'état hypnotique, c'est un état d'hyper-éveil, mais extrêmement concentré et focalisé, et donc sur des images d'imagerie cérébrale, comme l'IRM ou bien enfin, d'autres techniques, on voit effectivement qu'il y a une partie du cerveau qui est extrêmement active. Hein. On se rend compte que pour une même activité mentale, par exemple, si on écoute une symphonie qu'on aime, si on l'écoute en IRM, en hypnose, il y a 100% du volume cérébral qui est utilisé en plus. Donc ça montre pourquoi l'état hypnotique est beaucoup plus performant que la simple concentration volontaire. En fait, cette modification d'état de conscience va activer notamment le système limbique, qui est donc le cœur du cerveau émotionnel. Et ce système limbique est en fait le lien entre le cerveau cortical, donc la pensée consciente habituelle, et l'hypothalamus, qui est cette tête de pont, hein, du cerveau, qui va effectivement communiquer avec les 4 grands systèmes du corps. Alors, le système le plus connu du corps, qui n'est pas donc le système nerveux central, c'est le système nerveux autonome,
Ce système nerveux autonome, en fait, régule les fonctionnements automatiques d'adaptation de tous les organes. Donc, pratiquement tous les organes, c'est-à-dire principalement le cœur, les poumons, la tension des artères, le fonctionnement du tube digestif, de la vessie, etc. Alors, je ne vais pas faire un cours de médecine, je vais essayer d'être plus synthétique, je crois que ça me paraît plus important. Mais donc, ça veut dire, par exemple, que quand on a un problème de tachycardie, c'est le système nerveux autonome qui est déséquilibré. Et donc, on va, par hypnose, trouver les pensées qui vont produire un changement dans ce dysfonctionnement. Donc, par exemple, on utilise ce qu'on appelle... Donc, en fait, encore pour résumer, le principe de la suggestion est un principe qui utilise les phénomènes idéodynamiques, c'est-à-dire qu'une idée va se transformer en un mouvement. Donc, essayez par exemple d'utiliser votre volonté pour ralentir une tachycardie, donc un cœur qui bat très très vite. Ça ne marche pas. La volonté n'est pas active sur le cœur, puisque le cœur fonctionne grâce au système nerveux autonome. Donc, pour activer le système nerveux autonome, il faut activer une imagerie mentale qui peut être visuelle, qui peut être kinesthésique, qui peut être auditive. Et cette image va effectivement, si on a trouvé la bonne image, celle qui correspond au patient, va, grâce au système limbique, grâce à cet état modifié de conscience qui améliore la communication entre le corps et l'esprit, et donc aussi entre l'esprit et le corps, grâce effectivement à ce système de transduction, c'est-à-dire de transformation de l'information corticale en un mouvement biologique, le cœur va réagir grâce à ça, donc de manière indirecte. Alors, je vous donne un exemple tout simple, une tachycardie. Si vous arrivez à vous mettre en état hypnotique, à vous concentrer sur l'image d'un métronome, pour ceux qui font de la musique, vous voyez, ce sont ces appareils qui battent le rythme. Et donc, on imagine un métronome qui bat à la vitesse du cœur. Donc, et puis, on essaie de se focaliser sur ce balancier et on souffle à chaque expiration, on souffle sur ce balancier avec l'idée de le ralentir. Si cette idée convient au sujet, tachycarde, ce balancement va commencer à se ralentir et visuellement. Et en fait, la conséquence biologique, c'est que le cœur se ralentit. Donc, je ne sais pas si vous avez compris tout le cheminement, parce que là, je le survole un peu rapidement. Mais donc, on peut agir sur le corps grâce à des pensées fortes. C'est d'ailleurs pour ça que le corps dysfonctionne, parce que ce qui marche en hypnose positive marche malheureusement aussi en hypnose négative. Donc, les gens qui sont doués pour l'hypnose vont plus facilement avoir un cœur qui s'accélère ou qui fait des arythmies, tout comme des poumons qui manquent d'air, une respiration courte, une hyperventilation, ou bien un estomac qui produit des coliques, etc. Donc, les gens qui sont doués pour l'hypnose peuvent plus facilement faire des dysfonctionnements dus à leur imagerie mentale. C'est pour ça que l'hypnose est idéale pour eux, c'est qu'on leur apprend à ce moment-là à plutôt produire des images qui leur conviennent, des images positives qui vont avoir alors un effet positif sur le corps. Alors, j'ai parlé du système nerveux autonome qui agit sur tous les dysfonctionnements, donc la vessie, l'utérus. On traite aussi des femmes qui ont des menaces d'accouchement prématuré parce que la pensée agit sur l'utérus, etc., sur les artères, le syndrome de Raynaud, l'hypertension artérielle, et j'en passe. Le deuxième grand système, je vous ai parlé de 4 grands systèmes qui effectivement sont influencés par le système limbique, l'hypothalamus et donc le cortex, c'est le système endocrinien, donc le système des hormones. Donc, c'est ce qui influence le pancréas avec l'insuline, les glandes sexuelles avec toutes les conséquences sur la fertilité. Effectivement, on a de belles surprises quand on travaille sur les problèmes de fertilité ou même d'irrégularité des règles, etc., sur les effets aussi sexuels des glandes, etc., sur la thyroïde. Et donc, la pensée
vous vous rendez compte, grâce à cet état modifié de conscience qu'est l'hypnose, va pouvoir modifier des fonctionnements hormonaux. Le troisième grand système, c'est le système immunitaire. Et donc, on se rend compte que la pensée peut produire des sécrétions d'anticorps, même quand il n'y a pas de raison d'en produire. Donc, si on s'imagine, par exemple, une coupure de la peau en hypnose, eh bien, on a les mêmes réactions immunitaires quand on fait une prise de sang d'inflammation que s'il y avait une vraie coupure de peau. Ce qui veut dire qu'on peut aussi freiner des réactions inflammatoires par l'hypnose. On peut aussi augmenter l'immunité par hypnose. J'ai d'ailleurs mis 2 séances gratuites sur notre site nouvellehypnose.com, 2 séances d'hypnose vidéo. Si vous voulez essayer l'hypnose, c'est le bon moment en période de Covid, puisque la première séance d'hypnose permet ainsi d'augmenter la sécrétion des immunoglobulines A, qui sont ces immunoglobulines qui sont à tous les orifices du corps, sont un peu des gardiens hein, qui tuent les virus avant qu'ils ne rentrent dans le corps, donc au niveau du nez, de la bouche, des oreilles, enfin de tous les orifices. Et on a observé que pendant 6 heures après effectivement une séance d'hypnose avec des visualisations positives, ça a été publié scientifiquement, on obtient une augmentation de l'immunité pendant ces 6 heures, ce qui peut être intéressant hein, quand on va dans des milieux compliqués. Pour les soignants, par exemple, avant d'aller travailler dans un endroit où ils doivent traiter des gens qui souffrent du Covid, ça peut leur permettre d'être finalement beaucoup plus résistants. Donc, les maladies immunitaires, auto-immunitaires, sont aussi accessibles par l'hypnose. Je pense, l'une des plus connues, c'est l'iléite de Crohn, hein, cette maladie digestive terrible d'ailleurs, la rectocolite ulcéro-hémorragique. J'ai eu des bons résultats dans ces 2 maladies. Et il y en a un tas d'autres, le lichen plan. Alors, le psoriasis, j'ai vu qu'on en parlerait, est également réceptif à l'hypnose, pas chez tout le monde, mais j'ai déjà eu pas mal de très bons résultats dans le psoriasis. Alors, ensuite, le 4e grand système est le système des neuropeptides, donc, qui est influencé de nouveau par l'hypnose. Donc, ce sont notamment les endorphines, ce sont les neurotransmetteurs du cerveau, comme la sérotonine pour la dépression, pour l'énergie, la noradrénaline, etc. Et donc, vous voyez le panel d'actions qu'on peut avoir. Ici, alors je vais quand même essayer, parce que j'aurais bien voulu vous montrer un tableau qui montre l'action de toutes les pathologies, mais je dirais que ça ne marche pas. Il faudrait que pendant la pause, on trouve le truc pour que pour le tabac, je puisse quand même vous montrer ces images. Alors, je vais vous les commenter. Alors maintenant, je ne sais pas si vous pouvez... ben oui, certainement. Est-ce que vous pouvez vous connecter sur mon site nouvellehypnose.com? Parce qu'alors, je vous dirai quelle page projeter. Monsieur Louiset, vous seriez d'accord? Oui, je ne sais pas s'il est en ligne pour Oui, si, l'instant. bien sûr, je suis là, tout à fait. Ok, très bien. Écoutez, on va faire ça. Ah, c'est gentil. Voilà. Donc, vous allez sur nouvellehypnose.com. Je vais vous guider parce que ce sera beaucoup plus facile. C'est autohypnose.com ou nouvelle Non, hypnose. nouvellehypnose.com en attaché et au singulier. Institut de la nouvelle hypnose. On est bien d'accord. Oui. Viens, peut m'aider. Parce que moi, je n'arrive pas à le projeter. Moi, quand je mets Safari. Ah, je vais peut-être aller. Voilà. Ah, voilà. Alors, on va aller sur l'hypnose en savoir plus, ici. Donc, tout en bas. Alors, mais tiens, justement, voilà, expérimenter l'hypnose. Pour ceux qui veulent essayer l'hypnose, il y a une première séance qui peut permettre à ceux qui ont des problèmes de fatigue chronique
et même d'ailleurs à toutes les personnes qui ont des coups de fatigue importants, des problèmes de fatigue la journée, d'utiliser l'hypnose pour épuiser sa fatigue. Ça permet en fait, et c'est effectivement un des sujets, hein, le syndrome de fatigue chronique, on a des très bons résultats, nous, et notamment par cette technique-là, une séance d'auto-hypnose diurne équivaut à 2 heures de sommeil nocturne. Ce qui veut dire effectivement que on peut faire 20 minutes d'hypnose pendant la journée, cette séance-là, justement, la première, et on a effectivement un bénéfice incroyable, un regain d'énergie pendant au moins 70, 70 minutes, donc, après cette séance d'hypnose. Il y a ensuite une deuxième hypnose pour les gens qui veulent travailler les problèmes d'anxiété, de stress. Je suis d'ailleurs très content qu'Isabelle Watts parle du stress, je la connais bien, elle va faire ça vraiment très bien. Le stress est une maladie mortelle, hein, elle fait partie des maladies chroniques d'ailleurs, puisqu'on peut mourir d'un infarct, on peut mourir d'un AVC, un accident vasculaire cérébral, donc il y a énormément de maladies dues au stress qui sont des maladies qui peuvent mal se terminer, donc le stress est très important à soigner. Alors, si on descend plus bas, ah oui, non, on n'est pas sur la bonne page en réalité. Alors, on va aller sur... ah oui, vous avez cliqué « Expérimenter l'hypnose », c'était juste en dessous, « En savoir plus ». Donc, l'hypnose, en savoir plus. En fait, on est en train de refaire un tout nouveau site internet qui sera beaucoup plus facile, parce que là, il est rempli de beaucoup d'informations. Et donc, il n'est pas si facile de navigation. D'ici quelques semaines, 2-3 semaines, on aura notre tout nouveau site. Voilà, c'est ça. En savoir plus, si vous descendez, voilà, encore. Bon. Alors, oui. Non, c'est pas là. Ah, voilà. Soigner avec l'hypnose. On y est. Soigner avec l'hypnose. On y est, voilà. Parfait. Là, vous verrez une vidéo qui est drôle parce que j'ai quand même changé d'aspect en 20 ans. C'était L'écran témoin avec Thomas Vanham, une émission d'1h30 sur l'hypnose qui était passionnante et où j'explique justement dans cette petite vidéo qu'en fait, la plupart des gens ont très peur de l'hypnose parce qu'ils ont peur de perdre le contrôle, hein, alors qu'en réalité, l'hypnose permet de découvrir des contrôles, des nouveaux contrôles, des contrôles justement indirects. Je parlais du métronome. La volonté ne peut pas faire diminuer le contrôle conscient ne peut pas parvenir à faire diminuer la fréquence de votre cœur pour qu'il batte normalement. Par contre, l'hypnose, oui. Donc en fait, l'hypnose vous donne accès à des fonctionnements que vous ne contrôlez pas par la volonté, mais que vous allez pouvoir contrôler par l'imagerie mentale. Donc, les gens qui ont peur de perdre le contrôle se trompent. C'est justement, ils vont accéder. C'est vrai qu'ils mettent leur contrôle volontaire de côté, mais il est toujours accessible. Quelqu'un en état hypnotique, il suffit qu'il ouvre les yeux et il retrouve son contrôle conscient habituel. Hein. Donc, c'est extrêmement facile de sortir de l'état hypnotique. Mais on n'en a pas envie puisqu'on accède à des tout nouveaux contrôles et qu'on se rend compte que grâce à l'imagerie mentale sous hypnose, on arrive à se guérir d'un tas de maladies ou d'un tas de problèmes psychologiques. Donc, on n'a vraiment aucune raison d'avoir peur. Surtout qu'en plus, on se sent bien en état d'hypnose. C'est un état extrêmement agréable, extrêmement confortable. Hein. Alors, et donc, l'hypnose est d'ailleurs faite pour toutes les pertes de contrôle. Aujourd'hui, on parle des pertes de contrôle du corps. Peut-être le stress, mais ce sont des pertes de contrôle des émotions de peur, d'angoisse. On peut perdre le contrôle de son comportement. Vous savez qu'on traite les problèmes de dépendance, la boulimie, les dépendances aux drogues, les dépendances aux écrans, par exemple. Il y en a certainement parmi vous. Sinon, vous ne seriez pas devant votre écran.
Les pertes de contrôle de la pensée, vous savez, les gens qui ont des obsessions ou qui ont malheureusement perdu un proche il y a 3 ans et qui y pensent toute la journée. Donc les deuils difficiles, les obsessions, etc. Donc l'hypnose est là pour gérer les pertes de contrôle grâce à des nouvelles façons de contrôler son esprit et son corps. Alors on peut descendre si... Monsieur Louiset, voilà, super. Alors, encore plus bas, là, vous avez quelques publications. Et encore plus bas, voilà. Voilà, on y est. Donc, problème physique, vous avez ici toute la liste des maladies chroniques, des maladies qu'on peut traiter, en fait, par l'hypnose. Donc, c'est soit des indications que j'ai trouvées dans la littérature scientifique, soit des problèmes que j'ai traités moi-même. Donc, vous voyez ici, on peut traiter les douleurs. Ça, c'est vraiment très connu, hein. On utilise maintenant l'hypnose dans le service d'anesthésie, mais aussi de douleurs chroniques. Ensuite, si vous cliquez sur troubles fonctionnels digestifs, donc la première ligne, voilà. Alors voilà, vous avez là la liste de, pas toutes les indications, mais celles qu'on a le plus travaillées en hypnose, exactement. Nausées et vomissements, notamment ceux de la grossesse, mais aussi ceux qu'on retrouve en chimiothérapie. Donc pour les patients cancéreux qui souffrent de nausées, on parvient à leur donner des techniques pour qu'ils parviennent en auto-hypnose, hein, donc ils n'ont pas besoin d'être dans le cabinet de l'hypnothérapeute. Ils viennent une fois ou ils viennent à un atelier d'auto-hypnose. Souvent, vous savez qu'on a des cycles d'ateliers d'auto-hypnose, poids et boulimie, gestion du stress, pré-burnout, épanouissement sexuel et gestion de l'énergie, du sommeil et de la fatigue. Donc, il y a 5 cycles, plus celui pour le tabac, de traitement en groupe d'auto-hypnose. Bon, vous savez qu'on a aussi un centre où on est 14 à faire de l'hypnose individuelle à Bruxelles, qui est un centre aussi d'orientation. Ça veut dire qu'effectivement, c'est le seul centre qui existe comme ça, c'est-à-dire qu'on peut appeler une psychologue ou lui écrire par mail pour lui demander, tiens, ben voilà, j'ai ce type de problème, quelle est la personne la plus compétente pour m'aider? Et donc, Isaline Peters va vous orienter vers... elle est psychologue, elle se forme en hypnose, donc elle va vous orienter effectivement vers la personne la plus compétente. Et donc, en général, on conseille, nous, un traitement individuel et un traitement de groupe parallèlement parce que ça va plus vite, c'est plus efficace. Et donc, vous voyez ici, la deuxième indication, c'est le côlon irritable. Donc, c'est les problèmes de colique, de douleur, de ballonnement, d'alternance entre les deux, diarrhée, constipation. C'est très fréquent. Et là, les publications scientifiques ont été majeures. Donc, l'INSERM, par exemple, a démontré l'efficacité de l'hypnose, notamment grâce aux publications dans Gut et dans le Lancet, d'ailleurs, qui montrent l'efficacité énorme, bien plus efficace que n'importe quel médicament. Donc ça a été, disons, grande réussite. C'est un professeur de Manchester qui a fait ces études. Alors, les ulcères, les reflux, etc. Vous voyez, j'en parlais tout à l'heure. Si on clique sur pulmonaire, ceci dit, je pense qu'on est en train de manger, à propos du digestif, de manger le temps pour les questions. Donc, je ne voudrais pas passer ce moment qui est très important, je crois. Et donc, voilà. Mais grâce à cette partie du site, vous allez pouvoir balayer ainsi toutes les indications en cliquant cardiaque, ORL, neurologique, dermatologique, gynécologique, appareil urinaire, stomato, dentisterie, appareil locomoteur, maladie systémique. Comme ça, vous verrez effectivement si vous avez un problème qui pourrait être traité par l'hypnose. Donc, je pense qu'on peut... voilà. Je ne sais pas si je dois faire quelque chose pour voir les questions. J'ai cliqué ici sur « Converser ». Bonjour, oui.
C'est moi qui récolte les questions, donc c'est moi qui vais vous les poser en direct via les gens qui participent. Ah, d'accord. D'abord, c'est passionnant ce que vous dites, on a envie de vous écouter encore des heures, mais bon, voilà, il faudra qu'on se revoie. Moi, la première question, c'est, vous parlez indifféremment d'hypnose et d'auto-hypnose. C'est quoi, on imagine la différence entre les deux, c'est s'auto-hypnotiser, mais j'aimerais que vous nous en parliez un peu plus, parce que pour moi, c'est assez confus. Oui, oui, mais ça a été confus pendant très longtemps, hein, pendant très, très longtemps. Alors, en fait, dans les années 80, des cognitivistes américains ont beaucoup travaillé là-dessus. Et on s'est rendu compte, en fait, que l'hypnose n'est rien d'autre que de l'auto-hypnose guidée. Donc, l'hétéro-hypnose, c'est-à-dire quand quelqu'un apparemment hypnotise quelqu'un d'autre, ce n'est pas vrai. En réalité, il stimule quelqu'un, il l'oriente, il le guide, il l'accompagne dans un état hypnotique. Mais cet état hypnotique, c'est un état auto-hypnotique, naturel. Tous les êtres humains, les animaux d'ailleurs, possèdent cette capacité de modifier son état de conscience. D'ailleurs, tout petit, si vous observez un bébé, il passe, et les enfants, ils passent dans des moments comme ça d'abstraction. Ils ont l'air effectivement déconnectés de la réalité parce qu'ils pensent à autre chose et qu'ils ont l'air dans leur bulle. Moi, on me disait que j'avais la tête dans les nuages très souvent parce que je faisais de l'auto-hypnose régulièrement, sans le savoir d'ailleurs. Et on est ainsi investi, on est partiellement déconnecté de la réalité. Hein, on peut vous appeler, vous secouer, vous êtes tellement investi dans votre imagerie mentale que vous paraissez déconnecté, vous paraissez même endormi, alors qu'en fait, vous êtes dans une forme d'activité cérébrale. Donc, l'auto-hypnose est un phénomène complètement naturel. L'idée, c'est que quand on fait de l'hypnose avec quelqu'un, on va justement stimuler ses capacités auto-hypnotiques. Et donc, on va être dans une sorte de collaboration à deux. Évidemment, un hypnothérapeute connaît beaucoup mieux que le sujet en général les processus hypnotiques qui amènent au changement. Donc, le thérapeute est une sorte de médecin psychologique. Professeur, par rapport à son élève, enfin, vous Voilà. expliquez aux gens comment rentrer en auto-hypnose, en fait. Vous donnez Ça. Mais ensuite, pour y arriver. on lui apprend à comment utiliser ses capacités de changement, ses capacités d'auto-guérison qu'il connaît intuitivement. Hein. Il y a des gens qui s'auto-guérissent d'un tas de choses sans s'en rendre compte. Par des mécanismes auto-hypnotiques, et puis ils calent sur certains domaines, et donc on doit effectivement les guider, les accompagner pour qu'ils trouvent leur propre capacité d'auto-guérison. Mais donc ce n'est pas l'hypnothérapeute qui hypnotise et qui soigne, c'est l'hypnothérapeute qui aide le sujet à rentrer dans une auto-hypnose. Alors c'est vrai que lui n'a peut-être pas l'impression d'être dans un état hypnotique propre, unique à lui, parce que ça a été stimulé par un hypnothérapeute, mais en réalité, si. En réalité, ce thérapeute intuitif, d'ailleurs, les gens qui sont très peu hypnotisables, ben, il faut un bon hypnothérapeute pour aider le sujet à découvrir qu'en fait, il est hypnotisable, c'est-à-dire qu'il est auto-hypnotisable. Tout le Oui, monde justement, peut y arriver. c'était la question suivante. Vous parliez de doué pour l'hypnose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus réceptifs que d'autres, qui comprennent plus facilement. Tout le monde Alors, est hypnotisable ou auto-hypnotisable, mais il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. oui, oui, mais en fait, tout le monde est doué pour l'auto-hypnose depuis l'enfance, depuis sa naissance. Donc, on a tous ce don. Ce qui se passe, c'est qu'avec l'éducation, avec le type de parents ou de professeurs, d'entourage qu'on a, on est malheureusement stimulé à désapprendre l'auto-hypnose. Donc, si vous avez effectivement des parents très contrôlants, des profs très exigeants, qui chaque fois que vous êtes un peu distrait, et cette distraction, c'est justement des capacités auto-hypnotiques qui mènent à une auto-hypnose personnelle. Mais ça dérange la classe, ça dérange, si c'est au repas de famille, ça dérange papa, j'en sais rien. Et donc, on désapprend malheureusement en fonction du type d'éducation, on désapprend l'hypnose. Et donc, les gens qui ont l'air pas doués, c'est parce qu'ils ont perdu justement cet entraînement, cette capacité quotidienne à développer. Par exemple, les enfants d'artistes, en général, ont gardé toute leur capacité hypnotique parce que les parents savent très bien que l'imagerie, l'imaginaire, c'est à la base de la créativité,
créativité artistique, mais aussi créativité psychologique. On a besoin d'une inventivité quotidienne pour nous adapter aux problèmes de la vie, pour nous adapter à des conflits, au monde actuel qui est vraiment pas facile à vivre. On a besoin de ces capacités auto-hypnotiques. Et donc, en fait, l'auto-hypnose, on est tous doués et c'est surtout un ensemble de mécanismes d'adaptation. Et donc, c'est pour ça que quand on se trouve dans des situations extrêmement graves, on se met en état auto-hypnotique spontanément. Et quelle distinction faites-vous entre hypnose et méditation? Est-ce que ce sont deux techniques qui sont complémentaires? Alors, j'aime bien dire que la méditation ratée est une auto-hypnose réussie, parce que c'est effectivement ça. Les techniques de méditation, c'est une bonne technique en fait d'induction hypnotique. Il en existe beaucoup. Il existe d'ailleurs, on peut même trouver une induction hypnotique par personne, parce que c'est un ensemble de processus et que l'idéal, c'est qu'il soit personnalisé. Voilà. Et grâce à ça, tout le monde peut rentrer en auto-hypnose. Et donc, la méditation, c'est effectivement une sorte d'hyper-conscience à la base, en tout cas de conscience. Et à un moment donné, cette conscience disparaît. C'est-à-dire qu'on passe, en fait, dans une forme d'auto-hypnose où c'est le subconscient et l'inconscient qui va vous guider et non plus votre conscience. Donc, la méditation n'est pas une psychothérapie. Ça, c'est aussi une des grandes différences. Elle peut faciliter, améliorer l'adaptation au monde, elle peut améliorer un tas de choses, mais ce n'est pas une psychothérapie, alors que l'hypnose est d'ailleurs la mère de toutes les psychothérapies, puisque toutes les psychothérapies sont parties de ce fonctionnement hypnotique. Freud a pratiqué l'hypnose pendant 9 ans, enfin, tous les grands thérapeutes qui ont créé des psychothérapies ont effectivement pratiqué l'hypnose, ou en tout cas un dérivé. Très bien. Alors, deux petites questions rapidement, parce que après, malheureusement, nous allons passer à l'autre orateur. Est-ce qu'il y a des techniques d'hypnose différentes pour les enfants et les adultes? Alors, oui. Donc, l'idée, c'est effectivement de toujours, que ce soit un adulte, un ado, un enfant, une personne du 4e âge, on va s'adapter au langage du patient déjà. On ne va pas parler de la même manière à un plombier qu'à un instituteur ou un ingénieur. Donc, on adapte son langage parce qu'en fait, il faut effectivement que la communication soit la plus performante possible. Et donc, évidemment, on ne va pas parler à un enfant comme on parle à un adulte. Donc, il y a effectivement une adaptation et un bon hypnothérapeute est justement le thérapeute qui va tellement bien observer, ressentir son patient, le comprendre intuitivement, qu'il va effectivement trouver les techniques qui lui conviennent. C'est vrai que ça fait un peu la différence entre un hypnothérapeute expérimenté et un qui n'est pas expérimenté. C'est que le pas expérimenté va utiliser des techniques rituelles, comme vous voyez dans les spectacles d'hypnose, des trucs très codifiés. Et ça marche effectivement avec une minorité de personnes. Et alors, la dernière question, c'est l'hypnose et les langues. Les gens qui ont du mal à apprendre une langue étrangère, on sent qu'il y a des inhibitions à ce niveau-là. Est-ce que l'hypnose peut aider réellement l'apprentissage d'une langue en débloquant certains canaux? Oui, alors si vous voulez voir une émission là-dessus, je suis justement passé dans le journal télévisé de la RTBF il y a un mois, je crois. C'est un dimanche à 19h30. On a mis cette émission, puisque ça parle de ça, des langues et notamment de l'hypnose dans les langues, sur notre chaîne YouTube. Donc sur la chaîne YouTube, il y a des témoignages d'ailleurs de gens qui ont fait de l'hypnose. Il y a même des séances d'hypnose guidées. Et puis il y a quelques émissions de télé dans lesquelles je suis passé. Et notamment, ça c'est effectivement la dernière. Et donc l'hypnose, en résumé, augmente tous les apprentissages. Comme c'est un fonctionnement privilégié du cerveau, comme le cerveau fonctionne 10, 20 fois mieux, eh bien, effectivement, on va apprendre 10 fois plus vite du vocabulaire, des tournures de phrases, un accent, mais aussi un instrument de musique, un cours de maths, etc. Donc, l'état hypnotique augmente tous les apprentissages, donc les langues aussi. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vous apparaître une dernière question. Il nous reste 3 minutes. Sophrologie, sommeil et hypnose, les différences entre les différents états
Oui, Vous avez répondu partiellement déjà, hein, oui. Hein. Donc l'hypnose n'est pas du sommeil, même si effectivement une grande partie du cerveau se repose profondément au point que ça vaut 6 fois plus de temps de sommeil. Alors, par rapport à la sophro, Caicedo, le fondateur de la sophro, était un psychiatre espagnol qui a fait de l'hypnose pendant de nombreuses années, jusqu'au jour où il a une patiente hystérique qui a voulu rester en hypnose pendant une semaine. Et lui n'arrivait pas à la sortir de l'hypnose, mais elle était très bien dans son état hypnotique. Mais ça a fait mauvais genre dans le service psychiatrique dans lequel il travaillait. Et donc, il a décidé d'arrêter de faire de l'hypnose. Et donc, son épouse avait ramené le yoga d'Inde. Et donc, ils ont construit à deux une nouvelle technique qui ne portait plus le nom hypnose parce qu'ils pensaient que ce mot avait un impact. Et c'est vrai, c'était dans les années 40. L'hypnose avait un impact peut-être psychologique un peu trop stressant. Et puis, voilà, ça pouvait être mal utilisé. Et donc, il a créé effectivement la sophrologie. Le problème, c'est que tous les processus inconscients, il ne les a plus utilisés. Donc, c'est effectivement de nouveau une thérapie qui a été influencée par la méditation, donc c'est-à-dire c'est la conscience, le primat de la conscience, et du coup, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire tout le travail hypnotique qui se fait avec les capacités de changement du subconscient et de l'inconscient. Ça permet d'aller tellement plus vite et d'obtenir des résultats tellement plus efficaces quand on utilise les capacités de l'inconscient. Donc, je trouve un peu dommage que Caicedo ait ainsi négligé le plus important.